Lire audio. Bienvenue dans Lire et Confidence, le podcast consacré aux éditions Lire Audio. Moi c'est Alexis, Pascal est à mes côtés et ensemble on vous dit tout. Du choix des œuvres, en passant par les écueils de réalisation ou les anecdotes d'enregistrement de vos livres audio préférés. Détendez-vous, c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de Lire et Confidence. Bonjour Alexis. Bonjour Pascal. Alors du coup, on est ensemble pour ce premier podcast. Oui, qui était très attendu par nos éditeurs d'ailleurs. Ouais. On nous l'a demandé plusieurs fois et le voilà. Et le voilà. On va commencer du coup pour placer un petit peu le contexte sur le démarrage peut-être de Lire Audio et même d'une autre entité préalable. Je vois où tu veux en venir. Tu vois où je veux en venir ? Oui. Alors c'est sûr que moi j'ai toujours voulu depuis le lycée être éditeur. Et quand j'ai rencontré Nathalie qui fait aussi partie des éditions Lire Audio comme toi et moi, je me suis lancé. Et on a commencé en fait non pas avec les éditions Lire Audio, mais les éditions Libellus que j'ai créées avec Sébastien Fer et Sébastien Mirc, qui était aussi spécialisé dans le livre audio, SF. Et pour le coup, pour moi, c'était vraiment un saut dans le bain directement, puisque à part des activités associatives, je n'avais, pour ainsi dire, rien fait. Donc, c'était le saut dans le grand bain. Alors, c'est vrai qu'on se connaissait, j'étais technicien du son déjà à l'époque. Et tu as fait le choix, en fait, de me proposer de travailler ensemble dès le début. Et ensuite, pour la création de Lire Audio, de me proposer d'être associé et de démarrer l'aventure comme ça. Donc, c'était plutôt une bonne idée. C'est sûr, parce qu'en fait, quand on travaille... Moi, j'aime bien travailler avec des amis. Seulement, quand on n'a jamais travaillé avec les amis en question... on ne sait jamais forcément comment ça va se passer. C'est vrai. Bon. Donc, en général, quand ça match, il n'y a aucun problème et il n'y a que du bon. Par contre, des fois, on tombe sur un os qu'on n'avait pas forcément prévu. Même si on est doué en psychologie et tout ce que tu veux. C'est un peu comme quand on part en vacances avec des amis, la première fois, on ne sait pas comment ça va se passer, en fait. C'est un peu ça. Surtout quand ils ont des enfants. Voilà. Et voilà. Donc, on est d'accord. Donc, alors du coup, Libellus, c'était ta première... alors, vous étiez 3, c'est ça, donc comme tu l'as dit, à monter Libellus. Tout à fait. Le premier enregistrement avait été effectué avec Philippe, c'est bien ça ? C'est ça. C'était l'enregistrement du Voyageur imprudent. Le Voyageur imprudent de René Barjavel. Pour ceux qui ne connaissent pas, ouais. Voilà. Et alors Philippe, comment tu l'as connu, Philippe ? Alors c'est ça qui est énorme, c'est que Philippe, je l'ai rencontré de façon tout à fait fortuite et inattendue. Et devinez où ? On était en 1996 et à cette époque j'étais très... 96, c'est pas l'anniversaire de la mort de quelqu'un, ça ? Non, pas du tout. D'accord. Si, de beaucoup de monde, mais on ne sait pas forcément qui. Mais en l'occurrence, à cette époque, j'étais un habitué du château d'Hermenonville et de son parc, Jean-Jacques Rousseau. D'accord. Et donc, forcément, j'aimais beaucoup traîner là-bas. C'est un lieu magnifique. Mais il est enterré à Hermenonville, non ? Alors, il y a une sépulture. Il a été enterré à Hermenonville. Maintenant, sa dépouille est au Panthéon, aux côtés de François-Marie Arouette.
dit Voltaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Oh, ils sont l'un à côté de l'autre. Voilà. Ils ont dû être contents. Voilà, surtout Voltaire. Ils s'aimaient pas trop. Hein. Rousseau l'aimait beaucoup au début. Au début. Voilà. Après, ils ont eu quelques petits différends. Et je ne peux que le comprendre. Bon, tout ça, c'est à découvrir dans les confessions, notamment. Oui, pour ceux qui veulent plus d'informations sur la question, oui, on les renvoie bien sûr à nos éditions complètes. Et on aura aussi beaucoup à dire sur les enregistrements. Très bien. Alors du coup, on en était à Philippe. Tu l'as rencontré au château d'Ermenonville. C'est ça. Comme ça, vous le connaissiez pas en fait avant? Eh bien, pas du tout. J'étais avec mon frère aîné et un ami. Et il se trouve que cet ami s'appelait Philippe. Et mon frère, qui le voit de l'autre côté de la rue avant de rentrer dans le parc, crie « Philippe !» Et là, on voit quelqu'un en moto avec un casque qui nous regarde. Déjà, il était à moto. Ouais. Et voilà, oui, déjà, comme encore maintenant, qui nous regarde et qui lève la main et qui nous fait un signe, croyant qu'on s'adressait à lui forcément. Mais lui ne nous connaît pas, et comme il est un peu il a des problèmes de vue, voilà, ça n'aide pas, surtout avec mais un ça, casque. tu vois, je savais pas ça. Voilà. J'apprends des choses aussi. Ben oui. Ah oui, d'accord. C'est le hasard. Et donc voilà, donc on se promène avec mon frère aîné et mon ami Philippe, et puis au détour d'un endroit du parc, en fait, on voit quelqu'un en train de lire tranquillement les rêveries du promeneur solitaire sous un arbre. Et donc, forcément, mon frère qui a le contact facile va vers lui, et on commence à discuter. Et finalement, on a discuté pendant 2h30 en déambulant dans le parc. Et vous avez discuté de quoi? Alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Ah ouais. Et c'est la magie des gens qui affectionnent Rousseau. Il se trouve comme ça des affinités fraternelles tout de suite. Et en fait, on a discuté de quoi? En fait, de plein de choses. De la vie, de la société, des malheurs humains. D'accord. Voilà, ça a l'air bête comme ça, mais sur le moment, ça nous paraissait très saillant. À quelle période? De l'année? Oui. Alors, ça devait être au début du printemps, je pense. D'accord. Donc, il faisait bon se balader dans le parc. Mais je peux me tromper. Hein. Franchement, au niveau de la date, même moi qui ai une bonne mémoire, là, pour le coup, je ne m'avance pas. Très bien. Donc, une rencontre vraiment fortuite. Oui. Bien hasardeuse, du coup. Oui. Au château d'Ermenonville. Vous avez discuté 2 au heures parc. et demie. Dans le parc Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Dans le parc. Dans le parc, oui, tout à fait. Et suite à ça? Et cerise sur le gâteau, parce que ça fait un teaser pour une autre émission. Eh bien, il nous a parlé aussi ce jour-là d'un projet, d'un début d'écriture de roman qu'il avait, choses pour lesquelles il est pourtant avare d'informations. Et il nous a dit lui-même, c'est bizarre que je vous parle de ça, puisque je me garde bien d'habitude d'en parler à qui que ce soit, parce qu'on ne sait jamais, au niveau des idées, des choses comme ça, on peut très facilement se les faire piquer dans le milieu. Et pour le coup, il nous a parlé de son début d'écriture de roman, La lettre à Girardin, qui met en scène finalement un jeune comédien de théâtre qui rencontre Jean-Jacques Rousseau. Et, qui est sur la fin de sa vie, du coup, à Paris. Voilà. Comme tu l'avais précisé tout à l'heure. Absolument. Et donc, qu'on a enregistré aussi avec Philippe, La lettre à Girardin. Bien sûr, tu savais qu'il était comédien de théâtre, déjà à l'époque. Tout à fait. Ça, c'était en 96. Et c'est 10 ans plus tard qu'on a fondé Libellus et Lire Audio ensuite, 1 an plus tard.
Peut-être il faisait déjà des doublages? Alors, il en avait fait quelques-uns. Bon, D'accord, c'était pas son voilà, activité. c'était pas son activité première, mais il en avait fait. Il a une bonne voix, comme vous pouvez l'apprécier sur notre chaîne et sur nos enregistrements. Voilà, après, on a correspondu de façon épistolaire, puisqu'à l'époque, les gens savaient encore écrire sur du papier. Et donc, on a correspondu quelque temps. On s'est échangé des textes, parce qu'il écrit beaucoup, moi aussi. Et puis, après, on s'est un peu perdu de vue. Et quand, effectivement, j'ai fondé Libellus, je me suis dit forcément, c'est avec Philippe qu'on va commencer. Donc on a fait effectivement le premier enregistrement avec lui. Là, on a vu qu'on travaillait très bien ensemble, en fait. Mmh. C'est grâce à lui qu'on a un petit peu essuyé les plâtres des premiers enregistrements, les premiers calages au niveau technique, au niveau direction aussi, direction artistique, etc. Donc on a démarré avec lui, finalement. Eh ben oui, tout à fait, oui, c'est effectivement. Et pour en revenir plus précisément à la genèse de Lire Audio, donc effectivement, on a commencé Lire Audio en 2007. Et moi, ayant essuyé les plâtres, pour reprendre ton expression, avec les éditions Libellus, j'ai toujours voulu rendre accessible la littérature et la lecture au plus grand nombre, à la fois que ce soit aux malvoyants, aux non-voyants, mais aussi à ceux qui ont des difficultés de lecture, tout simplement, enfin, je suis très concerné des questions d'alphabétisation, ce genre de choses. Et c'est vrai que les textes lus, les livres lus, permettent comment je pourrais dire cette accessibilité au cette texte. accessibilité au texte. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que ayant l'expérience de Libellus, j'ai eu très vite cette envie de décliner en audio l'idée qu'avait Librio, en fait, mettre des textes de qualité de grands auteurs à la portée de toutes les bourses. C'est-à-dire maintenant, ça a l'air un peu éculé et dérisoire, mais à l'époque, quand on avait pour 1,50 franc ou 2 francs, ensuite c'est passé à 2 euros avec le changement de monnaie, mais on se demande pourquoi. Un si grand écart de financier, mais je voulais décliner en audio ce concept, et c'est comme ça que Lire Audio est né. Voilà. Très bien. Et alors, quant au choix, parce qu'on a quand même enregistré quasiment toutes les œuvres de Jean-Jacques Rousseau, il me semble. Alors non, non, nous allons dire les textes majeurs. D'accord. Ce qui fait, si tu calcules bien tous les enregistrements, à peu près 110 heures d'enregistrement de textes de Rousseau. Quand même. Qu'on retrouve tous, notamment sur YouTube. Mais n'oublions pas que vous pouvez acheter tous nos enregistrements, ou presque, en librairie, ou voilà, ils sont vendus en disque encore, ou même sur des plateformes de téléchargement que je ne citerai pas encore, mais voilà. Et alors là, on va plus particulièrement se concentrer, focaliser un petit peu la discussion sur un enregistrement, celui des Rêveries du promeneur solitaire, qui était le premier enregistrement que l'on a fait de Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi ce choix? Pourquoi démarrer par les Rêveries? Alors en fait, tu me poses la question, mais je suis sûr que tu connais la réponse. En fait, il y a des textes qui sont faits pour être dits, pour être énoncés, et d'autres beaucoup moins. En l'occurrence, les Rêveries du promeneur solitaire, outre une affection particulière pour ce texte que j'avais, se prête particulièrement bien à l'audio, comme vous l'avez vu
dans notre introduction, dans l'extrait qu'on a passé. Je savais qu'on commencerait ces éditions avec Philippe et il m'a semblé impensable de prendre un autre texte pour commencer avec Philippe, étant donné les conditions de notre rencontre. Et puis, voilà, dans la vie, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et des fois, il faut se laisser porter. Mais tout à fait. Alors, ce qui nous amène maintenant à parler un petit peu, à partager un peu les coulisses de l'enregistrement et les conditions déjà de l'enregistrement. À cette époque, nous n'avions pas encore de cabine d'enregistrement à proprement parler. Et donc, on avait eu l'idée, Philippe Bertin étant parisien, nous étant d'origine normande, bas normande même plus précisément, nous avions eu l'idée de louer un gîte et de faire venir du coup Philippe sur quelques jours et d'enregistrer dans un gîte. Alors je sais pas si tu te souviens, les visites qu'on avait fait de quelques gîtes, il y avait différents critères. Oui, le premier, c'est que effectivement, tu nous en parleras mieux tout à l'heure, mais quand on enregistre, il faut déjà un lieu calme, propice aux confidences. Exactement. Et alors un truc, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait une visite et on a eu la chance qu'il pleuvait en même temps en Normandie. C'est assez courant. Il pleuvait ce jour-là. Et du coup, la pluie faisait un boucan pas possible sur le toit du gîte. Et là, je t'avais dit, heureusement qu'il pleut, parce que j'aurais pas pensé à ça, tu vois. Et c'est super important, parce qu'imagine que tu enregistres pendant plusieurs jours et qu'il pleuve pendant plusieurs jours en Normandie, et si tu as un bruit que tu peux pas enlever, après, c'est le cauchemar, quoi. Donc, le gîte, il était près d'Orbec, je crois, un petit peu plus loin d'Orbec, dans le pays d'Auge. Alors, je voulais retrouver le lieu exact. Bon, j'ai pas forcément eu le temps, et puis je me suis dit que c'était pas forcément utile, mais il me semble effectivement que c'était près d'Orbec. Oui. Et du coup, pour vous décrire un petit peu les fenêtres du gîte, donc imaginez un peu une maison normande, un peu à l'ancienne, en pierre même plutôt, là, c'était en pierre, je crois. Et c'est une de tes passions, les maisons normandes. Et voilà, exactement, surtout en pierre. Bon, là, faut avoir la référence. C'est une référence à un film des années 70, là, c'est ça, avec Jean-Pierre Mariel. Les grands fans de Jean-Pierre Mariel, sûrement la reconnaîtront. Mon cher Claude, j'ai deux passions dans la vie. La sexualité de groupe, comme dirait le Nouvel Observateur, et les maisons normandes. Et donc, les fenêtres donnaient sur des champs. Et notamment, il y avait des petits troupeaux de moutons juste en face. Et donc, c'était vraiment un environnement assez bucolique qui se prêtait, mais alors, du coup, parfaitement pour l'enregistrement des rêveries. Alors, comment on a fait pour enregistrer dans un gîte ? Comment on a fait ? Je crois que même moi, je n'ai pas vu le lieu où il y avait le micro, puisque j'étais dans une autre pièce avec toi pour la régie. Ah oui. Oui. Mais en tout cas, Philippe était comme un coq en pâte. Il était bien. Au sens propre. Ouais. Puisque tu vas nous dire ça plus. Hormis le fait que... Fais-nous des confidences. Mais oui. Hormis le fait qu'il soit totalement citadin, en bon parisien. Et on pensait l'avoir mis dans un environnement super, tu vois. Sortir de Paris, la campagne, les moutons, le gîte un peu à l'ancienne, le parquet en bois et tout. Et en fait, je me souviens, une fois, on est sorti du gîte pour aller acheter, je sais plus, faire une petite course. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est après les 5 jours d'enregistrement. Puisqu'en fait, Philippe est resté au gîte avec moi. C'était Nathalie qui était avec nous. Et ma fille aussi, qui n'avait même pas un mois encore. Et elle avait 3 semaines. Et en fait, quand on a fini la session d'enregistrement, qui avait duré 5 jours, puisqu'on n'avait pas enregistré que les rêveries du promeneur solitaire, on avait enregistré
notamment l'éducation des femmes, Il y de avait René. Laclos. Il y avait Atala, René de Ouais. Chateaubriand, et puis même certains textes de La Rochefoucauld, Réflexions diverses. Mhm. Et donc, on avait passé 5 jours. Et à l'issue de ces 5 jours, effectivement, comme tu viens de le dire, Ah, c'était à l'issue. on sort, on voit un feu rouge. Ah, un feu rouge! Le retour à la civilisation. Comme quoi, il nous avait dit qu'il était mal à l'aise à la campagne. C'est marrant. Alors, nous nous égarons. Comment on a fait en fait pour enregistrer tout ça dans un gîte? On avait bien sûr prévu le nombre de chambres adéquates. Donc on avait réservé une pièce pour la régie et une autre pièce pour la prise de son. Donc on n'avait bien sûr aucun matériel d'insonorisation. Donc dans la pièce de prise de son, j'avais mis une petite table sous la fenêtre. À droite, il y avait une armoire, je crois. Et j'avais enlevé 2 matelas d'un lit dont on ne se servait pas. 2 matelas, une couette. Et du coup, Philippe était attablé à son petit bureau, vraiment face à la fenêtre, avec les moutons devant lui, avec un matelas à gauche, un matelas à droite, et la couette au-dessus et derrière lui, en fait. Donc, en fait, c'est une petite cabane, tu vois, avec 2 matelas sur les côtés et une couette, vraiment comme les enfants. Et il a enregistré dans ces conditions-là. Et ma foi, le résultat était plutôt sympa. Ah, le résultat est excellent au niveau du son, comme quoi, quand on veut, avec les bonnes personnes et les bonnes compétences, on peut faire des merveilles. Exactement, merci. Je me sens flatté tout à coup, je ne sais pas si c'est... Non, mais c'est un travail d'équipe. Et voilà. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé, et ce qui me frappe dans les enregistrements quand on les fait dans des gîtes, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque dès la deuxième session d'enregistrement de Lire Audio qu'on a fait cette fois avec Xavier Béja, dont on vous parlera une autre fois, maintenant qu'on a le studio sur Paris, on s'aperçoit qu'effectivement, parfois quand on est en gîte et où on sait qu'on va dormir au même endroit, on mange vraiment ensemble, on dort presque ensemble, même si on a des lits séparés. On est sur le même lieu, en tout cas, tout à fait. Ouais. Voilà, on est sur le même lieu. Et on sait qu'on est là uniquement pour ça et qu'on est, entre guillemets, en vase clos. Et ça permet parfois de prendre encore plus de temps qu'on en prendrait même quand on dispose de son propre studio. Mais tout à fait. Et ça, je pense que ça se ressent dans cet enregistrement des rêveries du promeneur solitaire. On pouvait vraiment prendre vraiment le temps de partager nos impressions, que ce soit Philippe, Nathalie, toi ou moi, sur l'enregistrement, sur le rendu, sur si on était vraiment pile dans ce qu'on voulait. Et c'est sûr que on pouvait recommencer à enregistrer après le dîner ou après la douche de Philippe. Je le revois encore torse nu. Voilà, c'est vraiment particulier. Ah, mais c'est ça. C'est vraiment particulier. Et on aurait presque pu faire une émission de télé-réalité, tu vois, en fait. Mais c'est presque ça. Sauf que c'était pas encore l'époque. C'était pas l'époque encore. C'était pas l'époque, mais il y a de l'idée, ouais. Mais tiens, ça me donne une idée pour une prochaine fois, pourquoi pas. Oui, mais il faut, dans ce cas-là, il faut des comédiens et des comédiennes, il faut tout. Hein. Voilà. Et moi, j'ai un souvenir, en fait, effectivement, de discussions enflammées sur ce qu'on venait d'enregistrer dans la journée, notamment le soir, pendant les repas. J'ai des souvenirs aussi de petits déjeuners où Philippe, si ma mémoire est bonne, prenait du thé Lapsang Souchong. C'est ça, tout à fait, du thé de Chine. Cette odeur, si caractéristique. Et on discutait déjà de ce qu'on allait enregistrer, etc. Et c'est des super souvenirs. On parlait philosophie, on parlait... tous ceux deux ans. Ou de façon beaucoup plus triviale. Bien sûr. On a bien mangé. Hein. Heureusement que Nathalie, donc ta femme, était là aussi. Elle a carrément bien joué le jeu. Elle nous a chouchouté, je dirais. Oui, pour le coup... maintenant, quand on va en studio, dans notre studio en enregistrement, et qu'on se retrouve ensuite le soir en chambre d'hôtel, un peu miteuse,
parce qu'on ne va pas non plus dépenser des milliers de cents. Ouais. Elle nous gratifie encore de 4 quarts, mais... Un petit 4 quarts pour le petit-déj. Mais voilà, c'est un peu pâle par rapport à ce qu'on pouvait connaître en gîte. Alors, au niveau de l'enregistrement en tant que tel, c'était un micro pas très cher hein, qu'on avait acheté. C'était notre premier micro. C'était un micro pas très cher. Et au final, avec un bon environnement, une bonne acoustique retravaillée avec les matelas et la couette, on avait un très bon résultat. Mais au niveau direction artistique, il faut quand même, je pense, s'attarder un petit peu là-dessus. Parce que déjà, Rousseau en général, bon, mais les rêveries, il y a quand même des phrases qui font 3 km de long. C'est vrai, mais en même temps, soyons beaux joueurs, c'est tellement bien écrit. Ça, c'est vrai. Que à partir de là, si on se laisse porter par le texte, c'est assez facile. Je me souviens que la difficulté qu'on avait eue, là, si on parle direction artistique, ça avait été de calmer un petit peu le rythme de lecture de Philippe. Et c'est vrai qu'avec des phrases assez longues, hein, quand même, hein, comme on peut en rencontrer, à l'écoute, t'es obligé de démarrer calmement, parce que si tu vas trop vite, tu la finis pas, quoi. Oui. C'est vrai que je me souviens, et d'ailleurs c'est le cas pour la plupart des enregistrements, il faut très souvent calmer le comédien, parce que après ça dépend forcément des comédiens et puis de son expérience aussi, et puis de son rapport au texte. Mais c'est vrai que pour les phrases longues, en général, il y en a bien souvent qui veulent se dépêcher pour ne pas faire de faute sur cette longue phrase et qui, au final, se plantent quand même parce qu'ils sont humains. Ils se prennent les pieds dans le tapis. Et ils se prennent les pieds dans le tapis, tout à fait. Et au final, il faut refaire plusieurs prises en disant « Non, mais calme-toi, là, tu t'es emballé. » Et puis surtout, quand ils sont partis, c'est dur de les arrêter. Ils gardent un rythme très vif, un peu comme un cheval hein, qui sent l'écurie. Il y a une certaine inertie. Et voilà. Tiens, la fin de la phrase, et là, je la vois. Voilà. Et donc, paf, c'est la faute. Voilà. Eh bien, en plus, c'est une perte de temps. De vouloir aller vite, en fait, on fait des erreurs. Et du coup, c'est une perte de temps à l'enregistrement, une perte de temps au montage. Pourquoi ne pas citer Rousseau ? Pour gagner du temps, il faut savoir en perdre. Ah, mais Émile, exactement. de l'éducation. Et au niveau de l'intelligibilité aussi. Ça a été une question importante. Alors, moi, il faut savoir que je n'ai pas lu les textes. Pendant l'enregistrement, moi, je suis à l'aspect technique et j'écoute d'une oreille très attentive ce qui est dit. Et moi, je n'ai pas lu les textes avant. Contrairement à toi, qui a une culture littéraire tout à fait avérée. C'est gentil, mais il ne faut pas en mettre trop quand même. Non, mais écoute, en tout cas, en rapport avec moi, il n'y a pas photo, comme on dit. Donc moi, je découvre le texte lors de l'enregistrement. Et ce genre de très longues phrases qu'on peut trouver sous la plume de Rousseau, c'est important de savoir bien l'apprendre et bien la dire, de prendre le temps de la dire. Sinon, on ne comprend rien, en fait. Comme la plupart des textes, finalement. Sauf volonté explicite de l'auteur, mais on ne dit pas un texte forcément comme on le lit. Il y a des comédiens qui disent les textes comme ils les lisent ou qui pensent comme ils parlent, mais il y en a peu. Et en tout cas, ce n'est pas le cas des auditeurs. Et l'avantage, justement, je parlais d'accessibilité tout à l'heure, du texte qu'on met en audio, le rendre accessible, c'est aussi, entre guillemets, quand le comédien lit un texte, il le prémâche. Il le prémâche pour la compréhension de l'auditeur. Et ça, quand on voit, par exemple, les confessions de Rousseau ou lus par Philippe, ou des textes comme le contrat social, ou comme même l'Émile, lu cette fois par Éric Herson-Macquarel, eh bien là, on voit toute la
toute la saveur du texte, toutes ces aspérités, cette densité qu'on n'appréhende pas forcément lors d'une première lecture. Surtout quand on n'est pas en hypocagne ou dans une prépa littéraire. Exactement. Voilà. Et moi, je dirais que c'est la grande plus-value du lire audio quand il est bien fait. C'est que, déjà, tu viens de souligner le travail préliminaire du comédien, qui est extrêmement important. Et moi, ce que je retiens, c'est dans la notion d'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité de compréhension. C'est-à-dire que on avait fait beaucoup de pauses pour discuter du sens d'une phrase ou d'une idée, histoire qu'on soit tous les trois bien au clair et en accord avec le sens que l'on donnait en fait au texte. Pour qu'ensuite, quand Philippe le lisait, il puisse rendre le sens et donner une certaine notion d'accessibilité, de compréhension à l'auditeur. C'est justement l'essence de tout le travail artistique, puisque rendre un texte, c'est rendre aussi tous ces aspects. C'est pas uniquement intellectuel ou conceptuel. C'est vraiment une passerelle. Il faut rentrer en connexion avec le texte. Et pour rentrer en connexion avec le texte, il n'y a pas de secret. Il faut le travailler. Et on évoquera certainement ça dans pourquoi pas une émission spéciale sur la question, parce qu'il y a beaucoup à en dire. Mais ce que je voudrais souligner, c'est l'importance, effectivement, comme tu l'as dit, du travail du comédien en amont. Et justement, tous, premièrement, ne le font pas forcément. On a un exemple en tête, je pense. Là, qu'on n'évoquera pas. Ou pourquoi pas, à la limite. Ah non. Non. On s'appelle Lire et Confidence. Hein. Oui, mais bon. On en discutera. On évoquera un sujet et peut-être lâcherons-nous le morceau, mais honnêtement, je ne crois pas. Et tous ne le font pas. Bon, juste quand même une petite parenthèse pour que les auditeurs aient une idée de quoi en parler. On a juste une expérience avec un comédien très connu qui s'est pointé comme ça à l'enregistrement sans avoir travaillé du tout le texte, sans avoir aucune idée de ce qu'il allait lire. Et là, pour le coup, on est tombé exactement dans l'opposé de tout ce qu'on vient de dire, en fait. C'est ça. Sans compter aussi que chaque comédien a des prédisposition à ce qui compte énormément, c'est comme en doublage. C'est pour ça qu'on aime beaucoup prendre des comédiens de doublage. C'est que les comédiens de doublage ont une intelligence du texte très, très rapide, très facile, que n'ont pas forcément et tout le temps les comédiens pour tout type de texte. D'ailleurs, on peut être un très bon acteur et être un très mauvais lecteur, ou inversement. Exactement. Bizarrement, il faut le souligner aussi. Donc, c'est pas forcément parce qu'on va se payer une tête d'affiche que on va faire du super boulot. Et c'est vrai que nous, on travaille avec peu de comédiens. Déjà parce que c'est pareil quand on travaille avec un nouveau comédien. Il faut s'accorder. Il faut le temps. Il faut prendre le temps de s'accorder entre le comédien, le directeur technique, directeur artistique, et puis voir finalement comment chacun travaille. Exactement, ouais. Et ça prend du temps, c'est des ajustements, c'est des choses comme ça. Ouais. Il faut s'apprivoiser, parce que c'est pareil, il y a des comédiens qui se laissent pas driver comme ça, monter facilement. Donc, il faut s'apprivoiser. Tout à fait. Des fois, ça demande une matinée et un petit repas le midi pour qu'ensuite, l'après-midi, il commence à être un peu plus... Voilà, mais c'est... Voilà. Enfin, bon, c'est... Voilà, après... Et puis, sans compter les questions d'ego... ça, complètement. Puisque bon, chez les comédiens, il y en a beaucoup, parfois, qui ont un ego important. Donc, il faut savoir aussi le gérer. Et donc voilà. Et puis après, c'est sûr que quand on travaille très bien avec un comédien, on sait que on va se mettre au travail beaucoup plus rapidement. À la fois, lui sait exactement ce qu'on veut, donc il travaille aussi beaucoup plus facilement
et beaucoup plus rapidement en amont de l'enregistrement. Voilà, et puis bon, il n'y a pas photo, hein, c'est comme partout. Il y a des belles rencontres et puis il y a des rencontres un peu plus hasardeuses. Voilà. Tout à fait. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ça me fait penser à un cas typique comme Féodor Atkin, qui est un comédien doubleur que l'on a entendu forcément dans notre vie. C'est bien sûr la voix de Dr House, par exemple, mais d'innombrables personnages aussi. Et c'est aussi un comédien qu'on a vu dans plein de films sans forcément... il n'a jamais eu de premier... Enfin, moi, je l'ai jamais vu dans un premier rôle, peut-être qu'il en a eu, mais en tout cas, c'est le genre de comédien que tu vois dans un film, voilà, dans une scène. S'il a eu quelques rôles importants quand même. Mais voilà, il n'est pas plus populaire que ça, je dirais. Par contre, sa voix, elle est connue de tout le monde. Je pense qu'effectivement, quand on n'a pas forcément l'expérience de l'enregistrement, c'est pas des choses qu'on peut vraiment réaliser quand on écoute un livre audio, et c'est toujours intéressant d'avoir comme ça les dessous. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre en fait est bien rendue à la lecture et qu'on a plaisir à l'écouter, et même que le livre audio peut nous faire découvrir des textes que l'on n'a pas forcément eu l'envie, je dirais, peut-être de découvrir en livre. Alors, c'est tout à fait, c'est même plus que ça, en fait. C'est ce que j'avais dit, d'ailleurs, lors de mes remerciements, quand on avait gagné le prix Lilian dans le Noir en 2011, où j'avais dit très clairement que notre collection permettait aussi de créer un pont, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accessibilité pour des textes, mais aussi de faire connaître des textes en fait, que les gens connaissent tellement de noms qu'ils sont presque persuadés d'avoir lu, ou même se dire bon, c'est tellement connu, je connais l'histoire, c'est pas la peine que je le lise. Tout à fait, oui. Voilà. Et voilà, des textes qu'on croit connaître sans même les avoir lus, et finalement, on se rend compte qu'on ne les connaissait absolument pas. Du coup, par rapport à ces rêveries du promeneur solitaire, oui. Comment ça a été accueilli ? Tu peux nous parler un peu de l'accueil du public Alors, c'est dommage que Nathalie ne soit pas ce matin avec nous, puisque comme c'est elle qui, à l'époque, s'occupait de la partie commerciale, on est toujours mariés. Hein, c'est pas, je dis pas ça pour dire qu'on serait divorcés ou qu'elle n'est plus là. Elle est toujours là, elle fait toujours partie de Lire Audio, et c'est toujours... mon épouse, voilà. Donc, on saura tout. Ça, c'est réglé. Et donc, par contre, c'est elle qui s'occupait de la partie commerciale, effectivement. Et en fait, ça a été, et c'est toujours, notre meilleure vente. Voilà. Bon, après, je pourrais dire qu'à l'époque, on était en format pochette cartonnée, puisque j'avais des ambitions écologistes avant l'heure. C'était en MP3, alors que ça se faisait extrêmement peu à cette époque. Ça s'est vraiment développé en 2008-2009. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je voulais vraiment décliner en audio la collection Librio, que tout le monde connaît. Et donc, pour moi, c'était une œuvre littéraire de qualité, très bien lu et à moins de 10 €. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'était 7,90 je crois. Non, 9,90. 9,90, pardon. C'est le téléchargement qui était à 7,50. Bon, maintenant, il y a eu l'inflation, donc c'est un peu plus élevé. Mais non, blague à part, voilà, c'était en pochette cartonnée. Et même malgré ce support un peu bâtard qu'aucun libraire ne savait comment gérer à cause des pochettes cartonnées, on a fait des présentoirs, on a fait plein de trucs. D'ailleurs, pochettes cartonnées, ce n'est plus le cas maintenant parce que finalement, ça ennuie beaucoup les libraires. Et donc, parce qu'ils savent pas où les mettre. Et même même avec des présentoirs ou autres, c'est pareil, les présentoirs, il faut qu'ils les mettent côté de la caisse et puis qu'ils surveillent, sinon ils se font piquer. Enfin, voilà, après, voilà. Donc, on est revenu à des packaging un peu plus classiques. En tout cas, meilleure vente.
Voilà. pour les rêveries. Voilà, meilleure vente, et ça reste... à l'époque, on a vendu plus de 2000 exemplaires, ce qui pour des livres audio, quand même très bien, très très bien. On a toujours... beaucoup de gens, en tout cas, ont cette idée en tête. Voilà, ils sont éditeurs, donc ça vend, c'est astronomique, on les trouve dans les librairies, dans les machins, donc forcément, passez-moi l'expression, ils se font des couilles en or, mais non. Ben non. Non, témoigne, non. Non. On n'en est pas encore là. Donc, on aimerait bien, surtout avec la qualité qu'on propose, que vous êtes les premiers à reconnaître, d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, c'est... Merci de votre soutien d'ailleurs et des témoignages que vous nous donnez, de votre appréciation de notre travail, ça fait toujours plaisir. Pour terminer, donc meilleure vente, les rêveries. Oui. Est-ce que toi tu as une thématique particulière ou un passage particulier des rêveries? Je te propose qu'on échange pour terminer un petit peu là-dessus, que chacun on évoque un passage qui nous a bien plu ou qui nous a bien fait réfléchir. Alors déjà, il y a l'introduction qui pour moi est mythique, pour n'importe quel amateur de littérature, de mots. C'est-à-dire au niveau de l'écriture? Au niveau de l'écriture et des sentiments. D'accord. Et de ce rapport à la confession, parce que même si c'est les rêveries du promeneur solitaire, Rousseau, dans les rêveries ou dans les confessions, ne parle que de lui. D'ailleurs, il dit clairement que c'est la suite des confessions. Voilà, c'est la suite des confessions, effectivement. Pour le coup, il n'a pas forcément mis comment dirais-je, d'éléments à charge avec l'IACC numéro 30, comme dans les confessions où il avait mis les pièces à conviction, je dirais, de que ce soit ces accusations ou ces révélations. C'est beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. C'est un homme à la fin de sa vie, tout simplement. Et en fait, il cherche d'abord à faire la paix, sinon avec ses contemporains, avec lui-même. Avec lui-même. Il y a un passage, en fait, je crois que ça doit être la 3e rêverie, si je ne m'abuse, 3e ou 4e, sur le mensonge, qui m'a particulièrement bien fait réfléchir. Comme à son habitude, il va aller disséquer la notion de mensonge avec tous les cas de figure possibles dans lesquels on peut se retrouver. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage parce que, surtout, on voit bien qu'à notre époque, à l'époque des fake news, à l'époque de l'IA qui peut faire tout et n'importe quoi en images et en son, à notre époque du complotisme et de remise en question de choses que l'on pensait être acquises, cette réflexion du mensonge, elle m'a paru vraiment très intéressante aujourd'hui. Et en plus, il a 2 ou 3 anecdotes sur son histoire personnelle qui sont assez intéressantes. Et pour le coup, je crois qu'elles ne sont pas du tout dans les confessions. Donc ça amène des choses en plus par rapport à ce qu'il a pu vivre et surtout par rapport à son état d'esprit. Il y en a une, pour faire assez rapidement, il y en a une qui me paraît assez croustillante. C'est quand croustillante. Il était en... Ça, c'est plus les confessions. Ouais, mais non, tu vois, celle-ci, elle est pas mal. Ou les confidences. Ils étaient en pique-nique. Donc, je crois que c'était sur une petite île du lac de Bienne. De Bienne, merci. Et donc, il y a une femme qui était là avec eux en pique-nique. Donc, il était avec sa femme Thérèse. Et non pas son amante Sophie ou d'autres. Et du coup, la femme en face de lui parlait des enfants, etc. Elle venait d'avoir un enfant. Je crois qu'il y avait un poupon au repas. Alors, dans ce cas, ce n'est pas Thérèse. Non, c'était pas Thérèse, bien sûr. Mais il était avec Thérèse, mais il y avait une femme qui était là au pique-nique. Et donc, la femme le regarde et lui dit « Et vous, monsieur Rousseau, vous n'avez pas eu d'enfant ?» Et donc, il lui regarde et franchement, il répond « Non ».
Et donc, il fait une analyse, en fait, de sa réponse dans les rêveries. Et donc, il essaye de réfléchir à la réponse qu'il aurait dû donner, comme à son habitude, en fait. Quelle aurait été la réponse ou la réaction idéale. Et puis, il tente un peu d'expliquer pourquoi il a répondu non du tac au tac. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, ce passage-là. Ça a toujours été le point faible de Jean-Jacques. C'est de ne pas avoir suffisamment de répartie, disait-il, en société. En tout cas, c'est certain, il en avait moins que Voltaire. Pour information, pour ceux qui n'auraient pas lu les Confessions, il a eu 5 enfants, c'est ça qu'il a laissé à l'assistance publique. Oui, ou 6, mais... 5 ou 6, ouais. Mais bon, voilà. Il faut aussi admettre qu'à l'époque, c'était extrêmement courant et que je serais surpris d'entendre que certains, même s'ils ne le disent pas, n'ont pas eu aussi des enfants dont ils ne se sont pas forcément beaucoup occupés. Tu parles de personnes connues, j'imagine. Par exemple. Voilà. T'as un exemple en tête ? Non. Non. On va pas balancer. Non, je n'aime pas faire de la délation par voilà. principe. Pour résumer... pour résumer, vous pouvez trouver notre magnifique enregistrement sur toutes les bonnes plateformes de streaming et de téléchargement. Vous pouvez il est encore valable chez nous. Et d'ailleurs, là, ce ne sera pas uniquement les rêveries du promeneur solitaire, mais ce sera l'intégrale des rêveries plus des confessions avec un bonus, mon portrait et notes sur des cartes à jouer que vous ne trouverez vraiment nulle part ailleurs et qui ont été qu'on a faites en fait pour qu'on a enregistré plus précisément et mis en package pour le tricentenaire de la naissance de Rousseau, donc en 2012, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu enregistrer les textes majeurs qui vous avez quand même pour 108 heures de lecture magnifique avec toutes les œuvres de Rousseau que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies ou à commencer par notre site internet qu'on est en train de refaire en ce moment mais qui traîne un petit peu. Oui, mais ça va sortir bientôt. Ça va sortir bientôt. Très bien. C'est déjà la fin de cet épisode de Lire et Confidences. Si vous avez aimé ces anecdotes et ces histoires de studio, de la genèse aussi de notre travail, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. La prochaine fois, on vous réserve une petite surprise. On ne va pas vous dévoiler encore la thématique. Il faudra s'abonner et être attentif. Sûr ? On pourrait leur dire quand même. On pourrait leur dire, ou pas. Bon, alors on ne leur dit pas. Voilà, il faudra être attentif. Merci de nous avoir écoutés. C'était Alexis et Pascal. Et on vous dit à très vite. Bye bye. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu, qu'en cessant de l'être, se dérober à mon affection. Les voilà donc, étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher.